Salut tout le monde et bienvenue dans le Trail qu'on aime, le podcast des passionnés de trail. Très heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour un nouvel épisode. Le Trail qu'on aime, c'est quoi ? C'est une troupe de passionnés qui se réunit une fois toutes les 2 semaines pour parler trail, résultats et actus chaudes, débats, léger chambrage, tout ça dans la bonne humeur et pour la passion de ce sport qu'on aime tant. Allez, sans plus attendre, laissez-moi vous présenter l'équipe de passionnés qui va m'accompagner aujourd'hui, à commencer par celle qui a hésité à bâcher sa sortie longue du dimanche à cause de la pluie, mais qui a finalement renoncé à cet affront pour claquer un joli 40 km et 2400 mètres de dénivelé. Margot Lumab, comment ça va ? Hello, putain, la fiche la plus torrentielle a failli me faire rebrousser chemin, mais en voyant vos tronches et le soleil qui a réapparu, les 20 bandes de plus, c'était tout cadeau. Sinon, ouais, tout va bien, dans un bon bloc en ce moment. Les journées passent hyper vite avec toutes les gestions de projet et la post-prod. Donc voilà. Tu seras accompagné par celui qui passe actuellement plus de temps sur son vélo que sur les sentiers, mais vous connaissez le dicton d'un grand philosophe cantalou qui dit « Temps passé sur le vélo en avril, victoire sur le fil en juillet ». Mathieu Delpech, comment ça va ? Ça va bien. En effet, le vélo prend des mètres de dénivelé, le pédalier continue de grincer sous les forces dans les montées du Tyrol. Mais en tout cas, je me fais bien plaisir sur mon vélo. Et puis là, je remets petit à petit en route la course à pied. Donc après les petites galères post-Chianti, ça a l'air de se remettre en marche. Donc encore 3 mois de travail pour aller chercher une bonne forme en juillet. Nous serons aussi avec celui qui, après avoir pris sa retraite de sportif de haut niveau, tente tout un tas de nouvelles expériences. Après le marathon sur route, il s'est essayé ce week-end au métier de camrunner. Nicolas Martin, comment ça va ? Ça va en pleine forme, quelques courbatures après cette première expérience de camrunner, puisque mes collègues, si je puis dire, j'étais recruté au dernier moment parce qu'il y a eu un désistement, m'ont gentiment laissé faire la descente avec mes vieilles jambes. Et du coup, c'était une expérience quand même sympathique parce que du coup, j'ai pu voir à quel point ça allait très très vite devant, puisque maintenant, je ne peux plus voir en vrai avec un dossard sur la poitrine cette tête de course. Du coup, c'était une expérience sympa et du coup, grand bravo à tous ceux qui nous permettent des belles images toute l'année parce que c'est loin d'être facile de courir derrière ces animaux avec quand même un bras avec lequel on doit quand même tenir la caméra et on peut plus vraiment s'équilibrer. Donc, ça a été une chouette expérience et ça m'a fait 2 bons intervalles d'entraînement pendant cette belle journée. Et puis enfin, celui qui a la plus petite cote ITRA de l'équipe, mais qui, si on crée une cote ITRA de la sympathie, serait sans doute tout en haut du classement. Théo Robin, comment ça va ? Tu veux m'intimider, c'est ça? Non, ça va, impeccable. De retour en Savoie, j'ai pris une petite vadrouille dans l'ouest de la France. Ça fait plaisir de retrouver les sorties longues avec du dénivelé et des copains. Et j'ai envie de dire que hier, il manquait plus que Nico et Mathieu pour qu'on soit tous ensemble à faire une sortie. J'attends la date pour la prochaine. Ah, il faut qu'on s'organise ça. Mais n'oublions pas l'animateur de ce podcast, le Cantalou volant, qui vous rédige à chaque fois ses intros virevoltantes et qui va bientôt remettre un dossard en trail. Alexandre Viol, comment ça va ? Eh ben, tout va très très bien. Je découvre petit à petit le magnifique terrain de jeu qu'il y a autour du Grand Bornand. Tel était le cas hier avec Margot et Théo. Et puis ouais, j'ai fini ma saison d'hiver au magasin Millet de La Clusaz. Je vais donc pouvoir reprendre les vadrouilles dès le week-end prochain. Tu l'as dit, avec la remise d'un dossard sur le format 20K du Grand Raid du Ventoux, avant d'enchaîner avec un joli stage d'entraînement avec la Colibri Trail Academy dans les Baronnies, où je serai une nouvelle fois en présence de mon collègue Théo. Et avant que tu nous donnes le sommaire de cet épisode, je voulais encore une fois remercier les auditeurs qui sont à chaque fois plus nombreux au rendez-vous pour écouter nos épisodes, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Et si vous voulez soutenir un petit peu plus le podcast et notre travail, c'est assez simple, vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, vous pouvez aussi noter votre podcast sur votre plateforme d'écoute, et puis ça nous fait plaisir. Et si vous voulez vraiment être les aficionados et même venir échanger avec nous comme les auditeurs qu'on recrute parfois, ça se passe sur le canal de discussion Instagram, sur mon profil Mathieu Delpech qui s'appelle YouTubeX, où on vous lance régulièrement les dernières actus du podcast et aussi les recrues pour venir échanger avec nous. Donc, ça se passe par là. Merci à tous. Merci Mathieu. On passe effectivement au sommaire. Qu'est-ce qu'on va retrouver aujourd'hui dans cet épisode du Trail qu'on aime ? On débutera, vous en avez l'habitude désormais, par les dernières grosses actus en matière de résultats, de mercato et d'infos que seule la team du Trail qu'on aime a vu passer. Pour l'occasion, on vous a réservé un petit cadeau avec une invitée exceptionnelle. On vous a gâté aujourd'hui car la nouvelle athlète du team normal, Lucie Germain, sera avec nous pour nous raconter sa victoire sur la Skyrace des Mathésins. On enchaînera ensuite avec le sujet décryptage de l'épisode, l'intérêt et le rôle des Weekend Shocks en partenariat avec notre agence de stage de trail préférée, Trails in France. Nico et Théo vous diront tout sur comment bien les planifier.
Et on vous partagera aussi nos retours d'expérience et quelques petites anecdotes. Puis on terminera comme à l'accoutumée par nos recos de la quinzaine. Un programme bien dense comme d'habitude, fait avec amour et passion. Le trail qu'on aime, épisode 19, c'est parti. Mathieu Jingle. Non, faut faire quelqu'un d'autre là. Faut que ça tourne un peu. Trail qu'on aime, épisode 19. Voilà, parfait. Trail qu'on aime, épisode 19. Allez les amis, pour démarrer ces petites actus résultats, on part direction le Japon pour malheureusement constater une nouvelle fois que quand les Golden Trail World Series s'exportent hors de l'Europe, eh ben, la densité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et quand on compare justement au skyrunning et notamment à la manche des Mathésins qui a eu lieu ce week-end, dont on vous parlera tout à l'heure, eh ben, ça fait un peu tristoun. Ouais, tout à fait, tu as raison, un manque de densité quand même pour ce qui est certainement la série la plus dense du monde sur ce format. Alors c'est certes la première manche, on rappelle aussi que il y a eu un peu une évolution du règlement, alors qui avait été modifié pendant l'année 2024 à cause de l'annulation en Pologne, mais il n'y a plus que 3 manches nécessaires pour participer à la finale, ce qui explique, je pense aussi, certaines impasses sur cette première manche en Asie, voire sur la totalité de la tournée asiatique. Et par contre, ça crée quand même un peu un décalage entre les positions qui vont être prises sur ces manches peut-être un peu moins relevées, puis d'autres manches en point d'orgue cardinal où c'est beaucoup plus dur de scorer. Allez, un bref tour d'horizon de la course. Sarah Alonso revient en très très grande condition. On en avait déjà parlé dans le podcast avec ses temps sur route, notamment lors du semi-marathon de Barcelone. Elle s'impose devant Madelina Florea, qu'on a évoqué lors du dernier épisode pour son transfert chez Scott, devant la jeune espagnole Malenosa, une japonaise Takako Takamura, je ne sais pas si vous la connaissiez, de mon côté je ne la connaissais pas, et puis la tenante de la série, Joyce Enjiro, qui a mené la course, qui a eu une fin de course pénible. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, j'ai pas vu si elle avait fait un petit peu un coup de chaud, mais elle s'est faite passer à partir de la 3e boucle, il me semble. Du côté des hommes, un doublé kényan avec notamment un bon sprint pour la 2e place entre Philemon Umbrago et Damian Bogdan, et c'est Patrick Kipengeno qui lui s'est imposé. 4e, Joey Adorn, l'orienteur suisse. 5e, Ryunsuke Omi, qui avait fait une partie de la course devant avec Francesco Pupi au Chianti avec notre Matt Delpuch. 6e, Daniel Patis, et puis 7e, Théo Bourgeois, les deux coureurs du team Brooks, et puis une très belle entrée en matière pour Théo, le jeune Théo qui je crois pas faisait sa première manche, mais en tout cas fait une très très belle performance. Et puis à noter quand même côté français l'abandon de Sylvain Cachard, victime de la chaleur. Il a toujours quelques petites problématiques sur ses premières épreuves chaudes de la saison. Et on aura un enchaînement avec la Chine pour la seconde manche asiatique, et à voir si certains athlètes se rajoutent. Et je crois qu'on a noté du côté du trail qu'on aime qu'on aura Pierre Galbourdin et Dylan Ribeiro côté français à minima. Ouais, effectivement, assez peu de densité au-delà du top 10 chez les hommes et chez les femmes. C'était compliqué de trouver des athlètes de très haut niveau, donc un peu dommage. Et comme on le disait, comme on l'avait déjà dit l'an dernier sur certains épisodes, effectivement, ça perd un peu de son charme, ces manches à l'autre bout du monde. Mais comme tu l'as dit, on verra deux petits Frenchies, Pierre Galbourdin et Dylan Ribeiro, du côté de la Chine dès ce week-end. Donc ça risque d'être quand même assez intéressant. On passe du côté de la Drôme, du Trail Drôme, qui avait été théâtre des championnats de France de trail l'an passé. Une belle classique du calendrier qui a vu notamment le retour à la compétition de Cécile Girousseau. Ouais, tout à fait, qui s'impose chez les féminines sur le 21 km. Ouais, sans vraiment forcer son talent à la vue des chronos. Ça fait plaisir de l'avoir de retour en espérant que ses pépins physiques soient derrière elle. Elle devance Anne-Sophie Chaume-Vité, pour ceux qui suivent. Vous ne la connaissez peut-être pas sur le nom d'Anne-Sophie Chaume, mais c'est anciennement Anne-Sophie Vité. Et puis sur le 41 km, le retour de Jennifer Lemoine, qui après un an sans dossard, puisque son dernier c'était lors de sa 5e place aux France, comme tu l'as dit. Pas mal de gestion sur la course, comme en 2024, avec un ischio qui s'est un peu mêlé de la partie, mais c'est moins grave. Et elle a devancé avec un écart qui a été à peu près stable du 10e kilomètre jusqu'à l'arrivée sur une nouvelle recrue. Je ne crois pas qu'on avait parlé du Team ASICS, Kaline Ozaki, une jeune athlète franco-japonaise, je crois, qui a été très solide et très régulière tout au fil de la course. Ouais, qui habite du côté de Méribel et qui est plutôt une coureuse quand même d'ultra distance, il me semble. Et à noter aussi la belle 4e place. Je fais un peu de pub pour mon entraîneur Lilian Gugliero, que d'ailleurs Nico t'as même mis une story sur Instagram avec sa photo, et
qui est connu aussi pour être l'entraîneur de Blandine Hirondelle, qui a lui fait quatrième sur le 40 km chez les messieurs, remporté par un coureur. Je ne sais pas si tu le connaissais, Nico, Wal Pinson. Je l'ai déjà vu tourner dans quelques résultats et il me semble qu'il a fait quand même un très beau chrono là sur 40. Ouais, non, il a fait une très, très belle course, très régulière. Il est parti assez tôt dans la course, qui s'était déjà détaché à la fin de la deuxième longue montée, mais une belle course régulière. C'est un bon coureur qui a un niveau à peu près autour de 815, 820 ITRA, si je dis pas de bêtises, donc déjà un niveau très, très correct. Petit détour par la Côte d'Azur, enfin c'est pas vraiment la Côte d'Azur, mais on n'en est pas loin, avec le kilomètre vertical de Saint-Martin-Vésubie, où on a vu le retour à la compétition victorieux de Louison Coiffé, qui l'a emporté devant Simon Guignard et Théo Le Goudec. À noter aussi la quatrième place du local Sébastien Poésy. Plutôt cool de voir Louison revenir à la compétition avec une victoire. Ça montre qu'il est en forme après le stage où ils ont mis pas mal de volume avec Salomon. Tout à fait, ils ont enchaîné avec une autre ou 2 semaines encore derrière. J'ai vu qu'il était resté. Il était notamment avec Maël Allaire la semaine dernière, toujours du côté de la Corse. Et on verra Maël rentrer, on en parlera peut-être plus tard, mais sur le Ventoux, sur le 20 km. Puis cette Poésie qui est en fin de prépa un petit peu là et qui était bien fatigué. Il a mis une story aujourd'hui, on voyait qu'il était vraiment dans le dur. Top. Et on vous l'a dit la semaine dernière, mais on retrouvera Louison sur la Transvulcania début mai. Allez, avant de passer à la très attendue CRS des Mathésins et de recevoir Lucille, je voulais faire un petit clin d'œil à 2 belles courses locales et authentiques qui ont lieu ce week-end. Une course que j'ai eu la chance de courir en 2023, la Transobrac. C'est une course mythique en Aveyron qui, en plus de tout un tas de formats solo, propose un relais à 4 sur un format 105 km. Moi, je trouve ça intéressant de mettre en avant ce type de relais parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas très souvent et pour avoir fait l'expérience notamment en 2023 sur cette course, sincèrement, je pense que c'est vraiment quelque chose à faire et à tenter avec des collègues ou en famille. Et puis, l'autre événement que je voulais mettre en avant, c'est le 1000 vaches monnaie d'hier trail au départ de Buja, dans le beau département de la Corrèze, où on a pu voir le retour à la compétition du grand Fabien Demure, troisième du format 55 km. Derrière, d'ailleurs, Mathieu, un copain à toi qui a remporté la course et que certains auditeurs et auditrices doivent sûrement connaître, puisqu'il a une chaîne YouTube avec son frère, Nicolas, petit frère, peu habitué à faire des formats aussi longs et qui nous a sorti une très belle perf en terre corrézienne. Ouais, Nicolas, il a du talent. Il a parfois des petits problèmes de contraction du diaphragme quand il a un peu de stress et ça lui joue des tours sur les gros objectifs. Mais quand il arrive à faire passer ça, il est quand même très très costaud. Et donc, je vous recommande leur chaîne qui s'appelle le Petit Duo. Et ils sont très très productifs. Ça, c'est une chaîne qui monte assez vite. Ils parlent de l'athlé et puis de trail, de sport. Ils vont aussi à la rencontre de grands athlètes. C'est sympa. Et puis, je vais d'ailleurs passer 2 semaines chez les Frangins à Fort-Romeu pour faire un petit peu d'altitude, commencer tranquillement la prépa des France. Et donc, on vous réserve du bon contenu sur nos chaînes YouTube respectives. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous mentionner sur vos stories du dimanche matin lorsque vous prenez le départ de vos petites courses locales, parce que bien sûr, c'est aussi ça, le trail qu'on aime. On va pouvoir passer à la SkyRace des Mathésins, 10e anniversaire de cette course qui s'est installée au fil des ans comme une référence sur le circuit Skyrunning. Et cette année, il nous l'a encore une fois démontré, au bout du plateau d'élite très gourmand et de la présence en nombre de très bons coureurs et coureuses de niveau national réunis ce dimanche. Petite subtilité, cette année, les organisateurs avaient décidé d'avancer la date par rapport aux années précédentes, donc avec un risque d'avoir une neige plus présente que les années précédentes. Et malheureusement, il y a eu des chutes aussi qui sont intervenues la semaine d'avant et qui ont contraint l'organisation à apporter quelques modifications au parcours originel, je crois, Nico. Ouais, tout à fait. Alors, globalement, des modifications qui ont été assez mineures, je pense, sur la difficulté de la course et à mon sens, sur les chronos, sans rentrer dans les détails, ça me semble assez similaire. J'ai regardé rapidement Fred Tranchant, qui était 3 minutes plus lent au sommet au sommet du Pérolier, qui est le premier gros sommet. Donc 3 minutes plus lent cette année, parce que c'était un peu plus long. Et puis au sommet du Tabor, et à partir de là, il n'y avait plus de différence avec les autres années. Il était passé quasiment à la seconde près par rapport à son temps de 2024, avant on rappelle, il s'était perdu dans la descente. Vous avez peut-être vu passer ces petits panneaux, notamment sur les réseaux, où ils avaient signalé à Fred de bien prendre le bon chemin. Et globalement, alors je pense que notre invité du jour va nous en parler, mais les conditions étaient très éprouvantes sur les crêtes avec un très fort vent. C'était beau et rugueux, je dirais un peu comme le territoire de la Matésine.
avec bien entendu Balcon sur le plus beau pays du monde, légèrement plus au sud. Non, trêve de plaisanterie, un niveau complètement dingue en densité chez les hommes notamment. Côté résultat, victoire italienne chez les hommes et puis Cocorico, victoire française de haute volée chez les femmes. Oui, tout à fait, victoire je pense, on peut plutôt dire d'un skieur alpiniste, l'Italien Alex Oberascher, qui est un très bon coureur sur le circuit de Coupe du Monde, avec régulièrement, je crois, des top 5 sur les formats individuels, devant le Suisse Roberto De Lorenzi, et puis je pense l'une des futures stars quand même du skyrunning et probablement du trail court à venir, l'Espagnol Niad Torella, à hauteur d'une grosse descente. Et malgré sa grosse descente, il laisse le com à Sylvain Cachard, on se rappelle en 2022, qui a fait une perf absolument incroyable. Cinquième et premier français, l'inoxydable Fred Tranchant, devancé par Lucas Del Perro, qui avait gagné les 2 premières manches auxquelles il avait participé et qui est donc quatrième ce jour. Donc il doit quand même garder le leadership, mais Roberto De Lorenzi lui reprend quelques points. Et à noter la présence des jeunes Romain Dicher et Lucien Mermillon, bonne pioche pour le team Rossignol, dans le top 10. Benjamin Roubiol 12e, et puis pour faire plaisir à la Colibri Trail Academy, Pierre Paulet 15e. 15e et ouais, 3e espoir de la course. Très belle perf. Voilà, on rappelle avec Yann Torella et donc Lucien Mermillon devant lui. Chez les femmes, démonstration de notre invité du jour, Lucille Germain, qui pour illustrer la densité dont on parlait, est entre guillemets seulement 74e au scratch, malgré une très très grosse course, puisque je pense que c'est un des meilleurs chronos des dernières années. En sachant que c'est toujours dur là-bas au Matezin de comparer les chronos, parce que la neige peut quand même vraiment faire des différences de temps sur les crêtes. Et elle devance Julie Roux et puis l'Espagnole Marta Martinez à Belém. Et ben justement, c'est l'occasion de la recevoir dès maintenant. Lucie Germain, merci d'être avec nous, de nous faire l'honneur de prendre du temps pour être avec nous dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, comment on va un lendemain de SKRS des Matezins? Eh ben, salut l'équipe, merci beaucoup de me recevoir, c'est trop chouette. Au lendemain de la SKRS, j'ai un peu les cannes cassées et puis fatiguée aussi. Mais je pensais que j'allais plus cassé que ça. Je pense que les descentes dans la neige, t'as quand même moins de choc. Et voilà, bien cassé quand même. Et justement, toi, t'as déjà fait la course 2 fois. T'avais fait 4e en 2021, 4e en 2022. Juste pour revenir sur la petite modif de parcours, qu'est-ce que t'as pensé de cette modif-là? Et est-ce que, comme Nico, t'estimes qu'on était plutôt sur le même niveau de difficulté, que les chronos peuvent quand même se comparer par rapport aux années précédentes? Moi, je trouve que sur cette course, c'est hyper dur de faire des comparatifs selon les années parce que, encore une fois, la neige, sur certaines éditions, il n'y a pas eu du tout de neige, c'est sec. Là, pour le coup, il y avait vraiment du vent, il y avait pas mal de neige. Et puis là, on avait quand même 1 kilomètre de plus, on avait 26,5 au lieu de 25, donc un gros kilomètre. Et en fait, au lieu de prendre le sentier du diable qui monte un peu en single et puis après c'est assez raide, on arrive direct au col. Là, on partait vraiment vers la gauche et on continuait sur de la piste jusqu'à qu'on tournait à droite. Et là, on prenait vraiment un pétard. C'était une montée mais hyper raide. Et donc ouais, c'est assez dur, je trouve, de comparer selon les années. Ouais. Et petite subtilité aussi, il y a le vainqueur homme Alex Oberbacher qui avait les bâtons, et j'ai eu l'impression que c'était un des seuls en tête de course à les avoir. Est-ce que toi, à un moment, tu t'es posé la question de savoir si tu allais les prendre ou pas? C'est vrai que c'était une bonne question, j'hésitais beaucoup. Et en fait, je m'étais dit avec la neige, je savais pas si c'était mou, si c'était dur. Et je me suis dit, ça vaut pas la peine de les prendre, et je m'étais pas trop entraînée avec. Par contre, je sais qu'il y avait pas mal de filles qui les avaient, notamment Hilary, Alice. Alice Bosseron, ouais. Ouais, Alice Bosseron. Et au final, je l'ai pas regretté parce que j'arrive bien à marcher en montée dans les montées raides. Et puis avec le vent, je sais pas si c'était vraiment pratique de les avoir. Ça soufflait tellement fort que... Et tu peux nous raconter rapidement un peu comment ça s'est passé ta course? On a vu que Julie Roux était quand même partie un petit peu devant sur la première bosse, mais que t'es quand même rapidement revenu sur elle. Comment t'as géré un petit peu tout ça? Du coup, je me suis pas trop posé de questions. Au départ, ma stratégie, on va dire, entre guillemets, c'était vraiment de partir devant et d'accrocher les filles. Et donc, Julie a mis tout de suite un bon rythme. Et en fait, je me suis mise avec les 2 Espagnols, Patricia et puis Marta. Marta m'a donné vraiment un bon rythme dans les 5 premiers kilomètres, on va dire. Et puis après, petit à petit, je gérais mon truc et c'est dans la partie raide où je suis passée devant Julie.
Et je marchais assez bien. Et après, en fait, dès que je l'ai passé, j'ai géré et j'ai fait ma course. J'avais pas trop d'écart, donc mon but c'était de m'appliquer et puis creuser petit à petit et je me suis pas vraiment retournée. Et puis ouais, j'étais vraiment focus, un peu dans cet état de flow où focus mais consciente de ce qui se passait à côté. Donc voilà. Et puis après, pareil jusqu'à la fin. N'ayant pas d'écart, j'ai poussé jusqu'au bout et puis ça fait un joli chrono à la fin. Ouais, du coup, tu sors un très très solide 2h51. On l'a dit, Nicolas dit 74e au scratch, donc 74e en 2h51, ça reflète quand même énormément la densité. J'ai pas souvenir que même sur d'autres manches de skyrunning où tu as fait des très belles performances, tu finisses aussi loin au scratch. Je sais pas si tu as des souvenirs. Non, non, j'ai pas vraiment de souvenir. Ouais, non, il y avait une grosse densité. Même chez les femmes, c'est une course, je trouve, qui prend vraiment de l'ampleur. Il y a de plus en plus de monde et c'est cool, ouais. C'est cool de faire des courses où il y a du monde. Bon, du coup, très grosse perf. Petite question, est-ce que tu t'attendais à être aussi en forme? Parce qu'on me rappelle, c'était quand même ta première course de la saison, ta course de rentrée. Et est-ce que cet hiver, au fil de la prépa, t'avais quand même repéré quelques signes avant-coureurs qui te laissaient penser que tu avais quand même bien progressé sur certains aspects et que tu allais sortir une grosse perf sur cette course-là? Alors honnêtement, je pensais pas faire une course aussi pleine et aussi propre. Je sais que j'avais des bonnes bases parce que l'hiver j'ai fait beaucoup de ski alpi, j'ai développé pas mal de capacités et j'ai pas fait beaucoup d'intensité. Mais du coup la sélection en équipe de France de ski alpi, ça m'avait donné un peu de confiance et j'ai repris au final la course à pied mois de février. Euh, mais c'est vrai sur la ligne de départ de la SkyRace, j'avais beaucoup d'appréhension, de doute, je savais pas comment j'allais être. Et après, une fois que c'était parti, je me suis mise vraiment dans ma course. Il faut dire que ouais, la densité, moi, elle m'aide beaucoup. Je me suis toujours dit avec les autres, on devient meilleur. Et ouais, en accrochant les filles, c'est ce qui m'a permis de me mettre tout de suite dans un bon rythme. Et ça m'a lancé sur la course. Donc ouais, non, je savais que j'avais les bonnes bases et je voulais vraiment valider cet hiver-là sur les skis. Donc voilà, après, encore une fois, la saison, elle est longue et voilà, il faut continuer de bien faire les choses, bien récupérer et puis voilà, il faudra tenir jusqu'en novembre, être régulier, le plus régulier possible sur toute la saison. Ouais, puis cette perf, elle vient aussi confirmer un petit peu tes choix que tu as fait en fin de saison dernière. On l'avait cité ici, mais donc tu as fait, après 6 années au sein du team Silas Matrix, tu as décidé de t'envoler vers un nouveau projet. Tu es désormais dans le team normal. Et tu as aussi décidé d'arrêter ta collaboration avec ton entraîneur un peu de tes débuts en trail, Simon Gosselin. Moi, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment tu as vécu ce changement de cycle et puis qu'est-ce que ça a changé concrètement, aussi bien sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. J'ai envie de dire, c'est pas forcément un pari, c'était vraiment ouais, un nouveau challenge. C'est vrai que ça fait 6 ans du coup que j'étais dans le team Silas Matrix, 6 ans avec le même coach et je sais pas, j'ai ressenti vraiment ce moment d'évoluer encore, de se challenger et du coup en intégrant Normal, c'est vraiment une nouvelle aventure, un team avec des valeurs que je rejoins. C'est vraiment une petite famille, il n'y a pas beaucoup d'athlètes, ils sont hyper bienveillants envers ouais, les athlètes. Et puis après, Simon, ouais, on était sur la même longueur d'onde, donc on voulait mettre fin à cette collaboration. Et je trouve que ça m'a redonné ouais, un petit élan de fraîcheur de se lancer avec un nouvel entraîneur qui n'est pas du tout dans le milieu du trail. Et ça me fait du bien aussi d'être avec quelqu'un qui ne connaît pas forcément ce domaine-là et on bosse beaucoup ensemble. Après, voilà, sur le plan physique, je fais un peu moins d'intensité, mais c'est normal, c'est le début. C'est le début de la saison. Mais en tout cas, voilà, il y a quelques changements, ça me fait du bien. J'ai aussi un préparateur physique, donc c'est-à-dire que je fais plus mes muscles toute seule. Et ça, c'est top. Je sens que j'évolue aussi là-dessus. Et après, j'ai gardé quand même mon préparateur mental et mon diététicien. Donc, c'est important aussi de garder des bases et des personnes avec qui j'avais déjà travaillé. C'était pour moi logique de continuer de bosser avec eux. Et voilà, non, ça fait du bien, je trouve, de changer un peu le staff. Et voilà. J'avais des petites questions. T'as vachement bien résumé quand même ce que tu faisais, mais
J'imagine, enfin, t'as pas forcément donné le nom de ton entraîneur, je sais pas si tu veux le donner, mais c'est plutôt quelqu'un qui vient du domaine du vélo. Et donc, du coup, vous travaillez plutôt dans une co-construction parce que c'est toujours dur d'entraîner un sport qu'on connaît pas. Donc, j'imagine qu'il t'apporte peut-être plus tes connaissances physio et toi, peut-être plus ton expérience de la discipline avec les besoins qu'elle peut avoir. Ça fonctionne un petit peu comme ça ou t'as quand même des vrais plans et t'appliques? Ah bah j'ai quand même un vrai plan. On discute beaucoup sur aussi moi ce que j'ai envie de faire, sur mes envies. Enfin là, il était très conscient que j'habite en montagne et qu'en fait la course à pied, l'hiver, moi je la mets quand même de côté parce que j'adore le ski. J'ai pas forcément, enfin je peux pas aller courir et puis j'en ai pas l'envie en fait. J'ai envie de garder cette fraîcheur là, d'arriver en avril et me dire ouais, trop bien, je vais commencer les courses, le trail. Et du coup ouais, non, on discute beaucoup, on échange beaucoup. Et après, c'est vrai que oui, enfin, pas apprend le trail, mais parce qu'il a 2 coureurs à pied. C'est exact, il vient du vélo. Et après, ouais, ouais, c'est ça. Enfin, on collabore ensemble, quoi. Bah, moi, je suis convaincu que c'est la meilleure façon de fonctionner. Dès lors qu'on atteint un certain niveau, on a forcément une expérience qui est importante, on se connaît mieux que quiconque et en fait, avoir une personne ressource, c'est aussi pouvoir faire confiance à cette personne, ne pas justement toujours se poser des questions quand on va s'entraîner. Mais par contre, c'est vraiment très intéressant d'avoir cette co-construction et aussi de discuter en amont pour que ça corresponde aussi. Et souvent, on cherche des recettes miracles, mais en fait, souvent, ce qui fonctionne, c'est quand même de s'entraîner avec une logique pendant très longtemps. Et le fait que ça nous convienne, c'est hyper important. Et en tout cas, c'est cool que ça fonctionne rapidement parce que c'est souvent un bon signe, parce que parfois il y a une petite phase d'adaptation, mais là on a l'impression qu'on n'en a pas, enfin, on en avait parlé dans d'autres podcasts, mais tu as quand même passé, je pense, un cap physique. Je sais pas si tu avais déjà des références à Courchevel, mais là ta perf qui t'avait permis d'être sélectionné en équipe de France de ski alpi, c'était quand même un vrai gain physique, non, par rapport à tes chronos de l'année d'avant. Ouais, non, c'est clair, en ski, franchement, et c'est là, en fait, où j'étais étonnée, c'est que j'avais pas fait beaucoup d'intensité, j'avais beaucoup fait j'avais fait quelques intensités courtes, notamment, en ski. Et après, je pense qu'il y a ce côté physique, oui, il y a aussi la muscu, auquel je pense que j'ai passé un cap. Et après, je prends l'exemple, enfin, pour moi, il y a aussi le côté mental où je pense que j'ai vraiment enfin, je suis en train, en tout cas, de passer un cap. Les années passées, je suis passée à côté de tellement de courses où mentalement, en fait, je craquais, quoi. Et ça, je le bosse beaucoup. Cet hiver, j'ai aussi pris beaucoup de recul sur ma pratique et c'est vraiment de profiter d'avoir un réel équilibre à côté de ma pratique de trail, c'est-à-dire de m'investir aussi dans le ski club, euh, d'être à l'ESF. Et en fait, cet équilibre-là, il m'apporte du bien et je suis épanouie. Donc, et pareil pour le skyrunning, c'est un format en fait auquel je me retrouve. J'adore ça et c'est trop chouette. Justement, le skyrunning, ça va être le grand fil rouge de ta saison une nouvelle fois, comme l'an dernier? Alors, alors oui, mais il y a un mais, il y aura peut-être un petit changement. Je suis encore en pleine réflexion. Ok, tu peux nous en dire un petit peu plus ou nous donner quelques indices quand même? Non, j'ai pas envie de m'engager, mais il y a rien de fait encore. Les mondiaux, ils m'attirent bien, donc c'est en discussion avec mon coach et Ok, voilà. bon, intéressant. Eh ben très bien. Je sais pas si vous avez d'autres questions, les amis? Ouais, rapidement, je me demandais un petit peu la différence qu'il y avait entre le team Sidas Matrix et je sais pas si on peut parler d'un team pour normal. Quel était l'accompagnement d'un point de vue staff, presta, s'il y avait des retours sur les produits, des choses comme ça, parce que ça change quand même pas mal de structure pour toi, je suppose. C'est sûr que c'est 2 structures qui sont différentes. Le Team Stats Matrix, c'était une structure indépendante. On avait tout un staff avec le médecin, l'entraîneur. Tout ça a été compris, on va dire, comme dans un vrai pack. Et maintenant, du coup, se retrouver dans une marque, c'est différent où je suis vraiment actrice de mon projet, je prends mon projet en main. Et du coup, c'est moi qui gère, on va dire, mon staff, mes partenaires. Donc, c'est vrai que ça demande quand même un peu plus de job, mais c'est ça qui est cool et c'est aussi challengeant. Donc voilà, enfin, bien s'entourer, c'est hyper important parce que du coup, tu te retrouves quand même seul dans une structure. Est-ce que tu as le numéro de Kylian, c'est bon? Ouais, je l'ai, mais je le diffuse pas. Aïe, aïe, aïe. Bon. J'espère bien qu'il t'a envoyé un message pour ta très belle course le week-end. Parce qu'on Oui. sait qu'il garde toujours un œil sur,
Oui, je On pense n'entend que pas souvent parler, mais c'est un vrai connaisseur du milieu, quoi. Quand tu as la chance de discuter avec lui, tu vois qu'il suit vraiment ce sport, quoi. ouais, je pense oui, il suit toutes les courses et puis non, il y a vraiment des athlètes hyper inspirants dans le team et c'est vraiment chouette. En tout cas, merci beaucoup, Lucie, d'avoir pris ce petit temps avec nous. On te souhaite une très belle saison. Récupère bien de cette belle Sky Race et puis on risque de se croiser tous ensemble sur de prochains événements. Avec plaisir. Merci à vous tous. Salut, ciao. Merci à Salut. toi, salut. Allez, après cette interlude invitée, on va pouvoir désormais passer à notre sujet de décryptage du jour, où on a décidé de vous parler de l'intérêt et du rôle des Weekend Shocks, un sujet réalisé en partenariat avec Trails in France, une agence de voyage spécialisée dans les stages de trail, des grands passionnés de trail comme nous, et pour l'occasion, Joris, qui est salarié au sein de l'agence et accompagnateur en montagne aussi, qu'on avait eu la chance de recevoir dans le podcast, puisque c'est un auditeur régulier. Il va nous expliquer concrètement en quoi consiste l'activité de Trails in France. Mathieu, jingle du vocal de Joris. Le vocal de Joris. Alors, Trails in France, c'est une agence qui est spécialisée dans les stages et les séjours trail. Depuis 6 ans maintenant, on imagine, on organise et on encadre des stages trail quasi toute l'année. C'est des séjours tout compris, où il n'y a qu'à se rendre sur le point de départ et après on s'occupe de tout. Que des Calanques aux Alpes du Nord, en passant par les Vosges, le Massif central et les Pyrénées, et plein d'autres destinations, dont quelques spots à l'étranger, notamment dans les Dolomites ou Madère. Sur l'année, on propose une centaine de stages pour tous les niveaux, des initiations aux trailers confirmés qui veulent réaliser un gros bloc de charge avant leur objectif. On va proposer des séjours en camp de base de 3-4 jours maximum, on va rayonner en étoile autour de l'hébergement, et puis des itinérances de 3 à 7 jours, où on va faire le tour d'un massif comme à Vanoise ou dans les Écrins. On propose aussi des traversées comme celle du Jura, Anne-Chicham ou la traversée des volcans d'Auvergne. Tous les stages sont encadrés par des accompagnateurs en montagne diplômés et experts du trail. Donc certains ont aussi une double casquette en étant coach ou athlète pro. L'objectif, c'est d'apporter un maximum de conseils pour que chacun puisse progresser dans sa pratique du trail, avec des ateliers techniques durant les sorties, des séances vidéo d'analyse de foulée, des conférences après les sorties, des routines de récup, de mobilité, de renforcement, etc. Mais en tant qu'expert de la montagne, on est aussi là pour sensibiliser les coureurs et coureuses à l'environnement dans lequel on a la chance d'évoluer. Donc on va aussi parler beaucoup de faune, de flore, etc. C'est un stage trail, mais c'est surtout une belle parenthèse de sport en mode convivial à partager avec d'autres coureurs qui ont la même passion. Voilà, hâte de vous retrouver sur le sentier. Merci Joris pour cette belle explication. Et puis avant de donner la parole à nos experts, Nico et Théo, on a le plaisir de recevoir une auditrice, Evan, qui a accepté de venir nous parler de son expérience en lien avec les Weekend Shocks. Evan, merci d'être là. Déjà, comment vas-tu et est-ce que tu pourrais te définir en tant que traileuse, s'il te plaît? Salut, merci à tous pour l'invite. Du coup, j'ai 34 ans, ça fait 5 ans que je fais du trail maintenant, plus orienté quand même longue distance, avec l'UTMB l'an dernier. J'ai un boulot, je suis dentiste en libéral, j'ai mon cabinet, donc un peu la vie de monsieur, madame, tout le monde, quoi. Chouette. Et ben du coup, donc, on aura l'exemple avec toi de l'athlète qui prépare plutôt du long. Et justement, par rapport à tes objectifs de course, est-ce que tu intègres déjà des week-end shocks à ta prépa? Et si oui, comment tu les planifies? Ouais, je fais des week-end shocks depuis un moment, parce qu'avant de faire du trail, je faisais du triathlon, où la charge d'entraînement est encore plus élevée qu'en trail longue distance. Du coup, là, je faisais des semaines, ouais, parce que si tu veux avoir le temps de tout caser, faut pas travailler. Donc, être un peu en vacances ou en week-end prolongé, et pour pouvoir empiler un peu les heures plus que d'habitude, quoi. Et ouais, c'est quelque chose que j'ai surtout fait l'an dernier, parce que du coup, c'était mon premier 100 miles, donc là, fallait vraiment beaucoup borner. Et dans des semaines de boulot normal, t'as pas le temps de faire suffisamment d'heures, quoi. Tu aurais un exemple de week-end shock que tu as pu faire éventuellement dans les grosses semaines de prépa pour l'UTMB? Ouais, j'ai fait le tour du Mont Blanc en 4 jours. Et puis dans l'été, un peu plus tard, j'ai fait un grand tour en Vanoise. L'idée à chaque fois, c'était de faire à peu près la distance et le dénive que j'allais faire à l'UTMB. Et du coup, d'avoir les jambes un peu cassées le matin quand tu repars. Allez, je vais lancer Théo sur le sujet. Déjà, est-ce que tu pourrais nous définir pour qu'on soit tous raccord là-dessus, concrètement, ce que c'est un week-end shock?
Bah, c'est une période de 2 à 4 jours où généralement on va essayer de cumuler du volume d'entraînement. Généralement, c'est en faisant du trail, quand on prépare du trail, des fois ça arrive d'intégrer par exemple des sports croisés comme le vélo, mais normalement c'est essentiellement du trail. C'est un élément qui est vraiment essentiel pour préparer des ultras, notamment pour les personnes qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de faire des longues sorties dans la semaine. Et il me semble que c'est un concept qui a été développé par le chercheur de Saint-Étienne spécialisé en ultra, Guillaume Millet, dont on parle régulièrement dans ce podcast. Et en gros, le but, c'est de cumuler un gros volume en fonction de l'objectif à préparer. Donc, ça sera pas la même chose entre la préparation d'un maratrail ou d'un 100 miles, mais ça va permettre d'apporter un gros stress, que ça soit physique, mental ou physiologique, et de créer différentes adaptations qui vont être intéressantes pour la suite de la prépa. Moi, j'ai une petite question. C'est quoi la différence entre un week-end shock du coup et un stage? Est-ce qu'il y a un intérêt un intérêt particulier à faire une charge ou un volume ou des intensités sur une courte période? Est-ce que c'est voulu que ce soit que sur 3-4 jours ou est-ce qu'on appelle ça un week-end choc parce qu'on n'a que ces 3-4 jours? Est-ce qu'il y a des intérêts à faire un 3-4 jours ou 10 jours? Est-ce que c'est juste une histoire de temps ou est-ce qu'il y a un réel intérêt, quoi? Je vais répondre, je dirais qu'un week-end choc, tu as quand même vraiment cette notion de choc et de grosse charge qui sert à simuler un peu ce que tu vas vivre en compétition. Donc ça fait quand même, comme l'a dit Théo, ça a été popularisé par Guillaume Millet, c'est quand même plutôt adapté quand même à l'ultra. Un stage, je dirais que c'est plus quelque chose où ta charge d'entraînement va pas forcément être très différente de ce que tu peux faire au quotidien si tu as un entraînement quand même sérieux et que c'est plus un ensemble de choses que tu mets autour de ton stage, donc aller peut-être dans un nouveau lieu, aller prendre des vacances et dans une période où bah, tu es vraiment quand même beaucoup plus focus sur ton entraînement. Je dirais que c'est un peu ça qui définit le stage. Après, ça peut se recouper. Mais je dirais aussi qu'on peut faire, si on fait un week-end entre guillemets choc, mais qui est plus avec de l'entraînement un peu plus classique, on peut plus appeler ça un mini-stage. Je pense que c'est plus des mots qui sont mis dessus. Mais si on veut vraiment aller sur la thématique du week-end choc, c'est vraiment ce côté fort volume sur condensé. Souvent, pas un volume qui est extrêmement différent de ce qu'on peut faire dans une semaine normale, mais qui est souvent beaucoup plus condensé. Et autre question, est-ce que c'est qu'une histoire d'enchaînement de volume ou est-ce que tu mets des intenses aussi dedans? Alors ça, je dirais que c'est un peu le choix de l'entraîneur. Moi, j'utilise pas mal ça pour préparer des courses, notamment comme l'UTMB. Et souvent, j'utilise un peu tout le temps la même logique. Ça dépend s'il y a 3 ou 4 jours, mais souvent le premier jour, je vais mettre un peu moins de volume avec un petit peu plus d'intensité physiologique. Donc alors pas forcément des intensités très élevées, mais on va dire du tempo, par exemple sur des bosses longues, donc qui peuvent stimuler un peu au-dessus de l'allure qu'on va avoir sur un début du TMB. Une deuxième journée qui va être plutôt peut-être la plus longue si on n'est pas contraint par le fait de faire certaines étapes, si on fait par exemple une reco avec des refuges. Et puis le dernier jour, moi ce que j'aime bien, c'est avant de prendre la récupération, c'est de plutôt mettre une thématique un petit peu excentrique, c'est-à-dire avec plutôt les descentes rapides, parce que bon, ça crée des dommages et souvent des inflammations, donc c'est bien de pouvoir se reposer. Et globalement, ce qui arrive souvent après un week-end choc, c'est quand même qu'on se repose après ces 3 ou 4 jours où on a fait une très grosse charge d'entraînement pour assimiler avant de refaire d'autres charges. Et chez des athlètes un peu élites, on va dire que souvent, quand même, les préparations d'ultra, c'est un peu des enchaînements, entre guillemets, de week-end choc et qu'on appelle un peu plus des blocs quand ça s'enchaîne, quoi. On a parlé pas mal d'ultra là pour l'instant. Est-ce que ça peut se mettre en place aussi pour des personnes qui préparaient des distances plus courtes, type maratrail jusqu'aux 80 km? Et aussi, est-ce que c'est destiné à tout le monde? Bah, personnellement, je pense que c'est destiné quasiment à tous les trailers, oui. Alors, il faut faire attention aux capacités et aux projets de chacun, donc en fonction de la course qu'on prépare. Mais il faut aussi voir l'aspect qu'on va passer des longues journées en montagne et normalement, on est censé, si on aime le trail, je pense, apprécier ce genre de week-end. C'est 2, 3 jours en montagne. Généralement, on est avec des gens qu'on apprécie aussi, donc clairement, c'est vraiment des bons moments. Et puis, on sait que même pour des courses pardon, qui sont assez courtes, c'est intéressant de faire du long volume à basse intensité. Donc, pour moi, oui, clairement, ça se destine à tout le monde, clairement, ouais. Et concernant la distance, pour répondre à ta question, Alex, je dirais que c'est, comme on l'a dit avant, c'est un peu plus quand même réservé à l'ultra. Après, ça a fait aussi du sens de faire des blocs d'entraînement pour préparer
des courses type maratrail. Après, il y a aussi un élément qui va un peu différer selon le niveau, c'est que je pense qu'il y a un peu plus de différence d'entraînement quand on est amateur, plus que athlète élite, parce que quand on est athlète élite, il y a quand même aussi des très forts volumes, même chez des athlètes qui préparent des maratrails. On va dire que la différence peut-être qu'on va retrouver selon les distances, c'est que peut-être qu'on va faire un week-end choc avec plutôt du double entraînement quand on prépare du maratrail, là où on va plutôt viser des longues sorties, comme l'a dit Théo en montagne, quand on fait de l'ultra. Je dirais que ça dévie plus là-dessus, mais après, l'idée, c'est quand même toujours le même, c'est de créer un gros stress duquel on va essayer de surcompenser. Alors après, Théo, il a dit, il faut aussi quand même pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut pas qu'un week-end choc ce soit quelque chose qui soit sur le volume du week-end très décorrélé de l'habitude enfin des volumes qu'on a l'habitude de faire dans la semaine de manière régulière, et surtout si on n'a pas trop de passif, parce qu'après quand on a du passif c'est différent, mais voilà, si on court 50 km semaine, je pense qu'aller faire une reco de l'UTMB en 4 jours, c'est quand même une grosse prise de risque et qu'il y a plus de risques que de bénéfices à en tirer, quoi. Ça ressemble à quoi la récup après ça? Tu fais genre des vrais jours off ou... Bah, moi, quand je mets des vrais week-end chocs, après Evan pourra peut-être un peu nous donner son témoignage de ce qu'elle a fait quand elle préparait l'UTMB, mais ouais, moi quand même souvent, si je mets 4 gros jours, je fais souvent 2 jours quasiment off, plus une journée plutôt facile on va dire à J+3, et souvent ça permet de réenchaîner sur un bloc derrière quand voilà, les gens ont la possibilité. Après, ce qui est toujours très dur dans l'entraînement, c'est que bah, c'est très dépendant des plannings des gens. C'est aussi très dépendant ça de la psychologie des gens, c'est-à-dire que je sais pas si on peut dire malheureusement, mais chez les gens qui font de l'ultra, il y en a pour qui faire 48 heures de repos complet, c'est très compliqué. Donc là, bah, faut trouver des solutions pour pas trop nuire à la récup, et des fois peut-être se questionner sur l'intérêt de faire des très gros blocs si on est incapable de faire des vraies journées de récup et d'assimilation derrière, avec peut-être choisir de faire moins dur, mais en se disant, bah, au lieu de faire par exemple lundi, mardi de repos, je ferai quand même un peu d'activité le lundi, mardi. Ça, c'est propre à chacun. Mais moi, si je devais donner quand même une bonne manière de faire, je pense que quand on veut vraiment faire des chocs, parce qu'il y a, au-delà des aspects physiologiques, il y a aussi quand même des vrais aspects mentaux, parce que de l'ultra, c'est quand même quelque chose qui est très dur mentalement, et je pense que se préparer à vivre, comme l'a dit Evan au début, se lever le matin et avoir mal aux jambes, bah, quand tu fais de l'ultra, c'est un truc que tu vas devoir accepter et vivre avec pendant quand même souvent de nombreuses heures. Donc c'est aussi ces aspects-là qui sont importants dans ce genre de préparation. Evan, justement, on va rester en lien avec ta prépa UTMB parce que c'est ce qui est, c'est récent et ça va parler à ceux qui préparent de l'ultra. Justement, comment toi t'as géré la récup après ces blocs-là et est-ce que tu étais encadré aussi par un entraîneur potentiellement pour bien gérer tout ça? Ouais, du coup, c'est Adrien Séguré qui me suit. Comme disaient Nico et Théo, je crois que ce qui est important, on a tous envie de s'envoyer des gros volumes, mais c'est de le faire progressivement, essayer de charger sur des week-ends normaux, se faire plusieurs déjà sorties un petit peu longues, pour pas que ça soit non plus, voilà, comme disait Nico, trop décorrélé de la charge qu'on fait habituellement, parce que si c'est pour faire un week-end choc et mettre 15 jours à s'en remettre, ça présente assez peu d'intérêt dans un bloc. Après, vu qu'on fait quand même beaucoup d'heures, faut essayer de récupérer pendant. C'est aussi au niveau alimentaire, faut quand même beaucoup plus manger que ce qu'on a l'habitude sur des journées classiques. Après, c'est du banal, hein, mais c'est dormir correctement et puis effectivement récupérer derrière, parce que quand on se prend un gros shoot de volume comme ça, on revient avec plein d'enthousiasme. Et tout ça, on a tout de suite envie d'en remettre, mais faut être un peu sage, effectivement, les quelques jours qui suivent pour pas se blesser, parce que c'est aussi le fait d'enchaîner les week-end chocs et les entraînements qui va permettre de progresser. C'est pas de faire un coup d'éclat, entre guillemets, et d'arriver flingué, quoi. Tout à fait, ça va nous permettre un peu d'arriver à comment ça peut s'organiser et combien il faut en faire. Je pense que, alors ça dépend vraiment, je pense qu'il y a une vraie différence déjà entre le lieu de vie qu'on a, selon le lieu de vie qu'on a, parce que c'est sûr que quand on habite dans les Alpes, on peut faire
des petits, enfin, entre guillemets, des petits week-end shocks, mais en gros des week-ends un peu classiques. À partir du moment où on commence à faire du plus spécifique, c'est quand même un peu moins simple si on habite dans le nord de la France. Et dans ce cas-là, moi, je pense que dans une prépa d'un objectif majeur, ça peut être bien quand même d'en faire deux minimum. Moi, je mettrais le premier, on va dire, entre S-7 et S-5. Ça dépend un peu de l'habitude et aussi des possibilités des gens. Et puis après, j'en ferai un deuxième qui peut, par exemple, s'intégrer avec une dernière compétition préparatoire, avec par exemple, je sais pas, si on fait une course le samedi, faire au lieu de faire une activation très légère, si on fait la course le dimanche, au lieu de faire une activation très légère le samedi, on va faire une sortie un petit peu plus longue que ce qu'on fait habituellement, puis à enchaîner sur la compétition. Et ça, je le mettrai plus entre S-5 et S-3. Avec vraiment bah, voilà, cette logique quand même d'expérimenter beaucoup aussi son matériel, sa nutrition, sur ces genres de périodes parce que c'est vraiment beaucoup plus spécifique à ce qu'on peut vivre au quotidien. Et je dirais que globalement, plus on est un pratiquant entre guillemets moyen et plus il y aura ce besoin-là quand même dans ces week-ends-là de tester parce que voilà, un athlète élite comme Mathieu, je pense que son matériel, il le teste énormément de fois dans l'année parce qu'il fait très souvent des sorties entre, enfin, je sais pas si on peut dire très souvent, mais régulièrement des sorties entre 3 et 5 heures. C'est pas forcément le cas de tout le monde, et notamment en montagne, parce que si on n'habite pas en montagne, c'est compliqué. Donc il y a vraiment une part très importante à d'autres aspects que le pur aspect entraînement dans ces week-end shocks qu'il faut vraiment tester pour pas être surpris le jour J. Parce que globalement, je sais pas savoir comment réagit sa paire de chaussures sur les frottements sur des longs dénivelés, par exemple en descente. Ben, si vous habitez à des endroits où il y a 50 mètres de dénivelé, vous pouvez faire peut-être des grosses navettes, mais ça n'aura rien à voir avec descendre dans 1000 mètres d'un coup. Et peut-être que vous allez vous rendre compte en faisant ça que ah bah tiens, j'ai des échauffements au talon dès que je descends longtemps et qu'il faut gérer cet aspect-là, quoi. Ouais, et ben, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Nico. Je pense qu'il y a un truc, on n'en a même pas parlé parce que je pense que ça nous semble tellement évident, c'est de viser absolument la spécificité dans le week-end. Donc, si on prépare une course roulante, et ben, il faut aller s'entraîner dans un endroit roulant. Et si on prépare, je sais pas moi, Beldon, et ben, il faut aller chercher des terrains plus techniques avec du dénivelé. Et comme l'a dit Nico, bah, on teste tout le matériel, la nutrition, plein de choses, mais c'est vraiment en fonction. Enfin, le but, c'est vraiment de choisir l'endroit dans lequel on va aller faire le stage ou le week-end choc qui va permettre de bien préparer la course. Et bah voilà, s'entraîner dans des endroits qui sont non spécifiques, c'est quand même clairement pas idéal. Et le but, c'est de vraiment, c'est une grande répétition générale et de mettre tous les paramètres pour qu'ils se rapprochent au plus possible de ce qu'on va retrouver le jour J. Ouais, puis c'est là où ça rejoint un petit peu ce que vous présentez, Joris, sur notre partenaire de la rubrique Trails in France. C'est que le gros avantage avec cette agence, c'est que du coup, bah, il y a des stages qui sont proposés un peu partout en France, et justement qui vont être capables de répondre à cette spécificité-là. Et voilà, de bien choisir vos dates. Comme l'a dit Joris, je crois qu'il y a plus d'une centaine de dates de stages dispo sur l'année. Donc ça peut être un bon moyen de bien organiser ces week-end shocks à ce moment-là. Venir un petit peu peut-être sur les pièges à éviter. Tu l'as évoqué un peu Théo sur vraiment la notion de spécificité, de pas aller trop vite. Et moi, je pense qu'on a déjà parlé plus tôt, mais de viser un stress fort, c'est quand même le but, mais pas des choses qui sont complètement en dehors de nos habitudes. On insiste vraiment là-dessus, mais c'est sûr que celui qui a jamais fait des sorties de supérieure à 20 km, par exemple, dans l'année, je pense qu'aller faire une reco d'un ultra de 100 miles en 3-4 jours, c'est vraiment risqué, quoi. Ça, c'est vraiment la grosse limite parce qu'on le rappelle, mais la plus grosse limite à l'entraînement, c'est la blessure. Donc, faut toujours peser la balance bénéfice-risque. Et je pense que alors, j'ai sûrement évolué avec l'âge, mais il faut quand même plutôt être toujours un peu plus prudent que prendre trop de risques. Combien de temps tu laisses entre deux blocs au minimum? Ça, c'est assez compliqué de répondre parce que pour le coup, c'est vraiment ça dépend de l'athlète. Je l'ai évoqué tout à l'heure où je disais globalement quelqu'un qui a un bon niveau. Par exemple, enfin, je vais citer un athlète qui habite Ciancy, qui a fait un bel UTMB l'année dernière. C'est Hippolyte Pesky qui a couru autour de 24 heures. En gros, on n'a pas forcément fait sur une très longue période du spécifique. Bon, on avait fait le Lavaredo quand même, hein, donc c'est quand même déjà une grosse charge fin juin. Mais derrière, on a globalement fait ces enchaînements de blocs de 3-4 jours
À partir du 20 juillet, alors je fais ça de mémoire, hein, mais à partir du 15-20 juillet, je crois qu'il a refait ses premières sorties un petit peu longues après le Lavaredo. Et après, il a dû faire une reco intégrale de l'UTMB en 4 jours au moment fin juillet, début août. Et globalement, je dirais que quand même, quand tu es dans ta période spécifique, pendant 3 à 4 semaines, tu peux vraiment essayer de faire quand même ces blocs de 3 jours assez solides. Après, globalement, je dirais qu'il faut quand même toujours se rendre compte, et c'est pour ça que moi j'aime bien mettre une journée quand même assez facile au début de la reprise du bloc suivant pour se rendre compte si on a bien récupéré ou pas. Parce que globalement, dans l'entraînement, il y a ce qu'on écrit sur le plan et puis il y a la réalité de si t'as pas bien récupéré quand même de ton week-end choc, commencer en étant très fatigué, c'est pas le but, quoi. Que tu sois fatigué le jour 3 sur la dernière journée, c'est recherché. Si la première heure de ton premier jour de ton bloc suivant, t'as l'impression que tu es déjà au fond du trou, là, il faut quand même se questionner sur l'intérêt de faire tout de suite ton bloc, quoi. Et du coup, c'est très dépendant. Je pense que toi, tu as un peu plus de facilité peut-être à arranger tes blocs. C'est vrai que la plupart des gens, c'est quand même globalement le week-end, ils peuvent faire du volume, donc il faut essayer de pas se rater pour qu'ils puissent s'entraîner ces jours-là, quoi. Puis je trouve ce qui est important aussi, c'est de savoir se gérer sur le pacing, surtout s'il y a des séances de prévues et qu'on les fait en groupe. On a tendance un peu au début à être un peu en forme et à vouloir être un peu au-dessus de ses pompes et on termine le week-end cramé, quoi. Pareil pour les sorties longues, quoi. Faut vraiment se ménager et être vraiment cool pour encore une fois pas arriver sur les rotules à la fin et pouvoir enchaîner derrière. C'est important, quoi. Allez, avant qu'on passe rapidement à nos petits retours d'expérience et à nos anecdotes, justement, Evan, est-ce que toi, qu'est-ce que tu prépares cette année et puis est-ce que tu as prévu de te replanifier des week-end shocks? Je fais une année un petit peu de transition parce que justement, il y a le boulot à gérer et j'ai monté mon cabinet, là, je suis en plein dedans, j'ouvre la semaine prochaine. Du coup, j'ai préféré me ménager un petit peu. Alors, certains rigoleront parce que me ménager, ça veut dire faire que un 120 bornes cette année. Je vais aller au Monte Rosa, c'est la semaine après les France. Et après, retourner sur le 105 des Templiers que j'avais fait il y a 3 ans, où ça s'était moyennement passé. Donc, on va essayer de faire un programme un peu light, mais où il y a quand même du long pour que ça soit un peu excitant. Et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, que le week-end choc il soit un peu spécifique. Donc moi, ça sera une semaine choc pour préparer le Monte Rosa et on va aller faire le Gervan en Corse avec une pote. Super, on suivra ça avec attention. Allez, Nico, tu vas nous lancer les hostilités en nous racontant une petite anecdote de week-end choc. Ouais, alors moi je fais pas souvent des week-end chocs parce que comme j'habite à la montagne et que j'étais quand même pendant longtemps un peu semi-pro, c'était un peu tout le temps des journées choc. Une année choc. Entre guillemets, surtout avec mon entraîneur Patrick Manger. Donc je faisais des charges plutôt continues mais qui étaient assez élevées. Mais néanmoins, j'ai quelques anecdotes. Alors ceux qui suivent notre ami Hugo Ferrari, le duc de Savoie, il a fait une première vidéo parce qu'il a fait un récap de ses années d'entraînement avec Patrick Manger et il a raconté quelques belles anecdotes qu'on a partagées ensemble. Et je vais le spoiler un peu parce que je pense qu'il a fait l'année 2017. Mais en 2017, on avait fait un bel enchaînement. Alors moi, j'étais complètement cramé, donc j'aurais dû me reposer, mais bon, j'avais un objectif. Du coup, on avait fait 2 fois 45 km, à peu près 4000 mètres de dénivelé dans le Beaufortin. Donc pour ceux qui connaissent, pour le premier jour, on était parti chez les grands-parents d'Hugo, donc à Mollier-Soul, qui est en face de Caige. Puis on avait tout traversé un peu le Beaufortin pour terminer du côté du barrage de la Gîte, donc en passant par la crête des Gîtes, le refuge du Bonhomme. C'était vraiment une très belle journée. Le lendemain, on avait fait de nouveau une boucherie autour d'Arèche-Beaufort. Et bon, déjà, la plupart des gens seraient reposés. Et puis là, Patrick nous avait mis le jour 3 un chrono max en vélo dans le col des Saisies. Donc je me rappelle encore, je pense qu'il était tombé 50 mm d'eau pendant la sortie. C'était un enfer. Il y avait 10 cm d'eau sur la route. Et là, on aurait pu se reposer, mais non, l'après-midi, il y avait encore 2 heures de rando-course en navette. Je pense que c'est un des pires souvenirs de ma vie, cette séance, de repartir faire 2 heures l'après-midi. Donc, je déconseille. Hein. Là, c'était clairement ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire. C'était un peu trop. Mais ça fait bientôt 10 ans et je m'en souviens encore. Donc, je dirais qu'aussi l'intérêt des week-end chocs, au-delà de la performance, c'est quand même souvent que ça crée des souvenirs qu'on aime bien raconter et souvent quand on repasse dans sa pratique, c'est souvent ces moments-là qui ressortent parce qu'ils nous marquent un peu autant et presque des fois plus que certaines courses. Mathieu, une petite anecdote? Je suis content que tu me donnes la parole, comme ça je vais servir à autre chose que faire les jingles de l'épisode.
T'as pas bossé, tu parles pas. Et oui, c'est ça, j'ai pas eu le temps de trop préparer l'épisode, mais je vais me rattraper avec le montage et la diffusion. Et donc, mon souvenir de meilleur week-end choc, c'était en 2021, dans les Picos de Europa, donc un massif qui est pas très connu, mais qui mérite vraiment le détour, qui est magnifique. C'est dans le nord de l'Espagne. Et c'est un massif qui est assez petit, mais il est très très vertical. Et on passe en fait de canyons profonds, verdoyants, en double cavé. Ça monte à presque 3000 mètres le sommet des Picos, et c'est très très vertical. Il y a des canyons, c'est vraiment trop beau. Et donc j'étais allé 4 jours dans un village accessible seulement à pied. Il y a pas de route pour monter dans ce village, un village d'une vingtaine d'habitants, et il y avait une auberge. Donc j'étais parti avec un pote espagnol pendant que je faisais mon Erasmus à Bilbao faire un week-end choc là-bas, et on avait fait 10 000 mètres de dénivelé en 4 jours avec les locaux dans un terrain vraiment incroyable avec très très peu de monde, un territoire qui est très très sauvage, et j'ai découvert avec des locaux qui étaient vraiment monstrueux, mais des gars qui sortent jamais de plus loin, je pense, qu'une heure de chez eux, et qui font les petites courses de village autour dans le coin, et qui sont très très forts, notamment des collègues d'entraînement de Manu Mérias. Et donc c'était un excellent souvenir, et au final 2 mois plus tard j'avais la forme. Donc j'ai eu la forme assez vite après, mais notamment ce 90 km du Mont Blanc qui reste encore, c'est ma meilleure course en 2021 que j'avais fait après ce week-end choc. Donc voilà, un territoire à découvrir sur les Picos d'Europa, c'est ma reco tourisme. Margot, toi, t'es en pleine prépa du 115 km de l'Alsace by UTMB, on l'a dit. Comment tu gères un petit peu le boulot et l'entraînement? Est-ce que tu as réussi à te caler quelques gros week-end chocs? Ouais, ben là, je suis en plein dedans. Je suis au deuxième jour d'un gros week-end choc, du coup, si on appelle ça comme ça. Après, moi, j'aime. C'était un peu pour ça toutes les questions avant, pour voir si je rentrais dans ce truc du week-end choc. Moi, j'aime beaucoup les intenses, j'aime bien le long et tout, mais du coup, là, le deuxième bloc qu'on fait avec Sabine, du coup, Erstrom, qui m'entraîne. Et je double beaucoup et je fais beaucoup de séances. C'est un peu, moi j'aime bien, enfin, c'est ce qui me va bien. En tout cas, on verra en Alsace si ça marche ou pas. Mais c'est vrai qu'au tout début quand on a commencé à bosser ensemble avec Sabine, je lui ai dit que moi je bosse à la maison. Sauf si je suis en shooting, je peux quand même arranger les journées un peu comme je veux. Et surtout, quand je bosse à la maison, le fait de sortir le matin et l'après-midi, ça me donne quand même un rythme. Donc, on a fonctionné comme ça toute l'année. Et puis là, dans ce bloc, c'est un peu comme ça que on fait aussi. J'ai surtout essayé en fait d'avoir le moins de boulot possible et d'avoir juste des petits trucs à gérer à droite à gauche. Mais je pense qu'en tout cas pour moi, ça va vraiment être ça la piste d'amélioration sur les prochains blocs, c'est que je suis cramée du cerveau. Je suis pas du tout productive dans ce que je fais. Donc voilà, j'essaie de bosser un peu à côté. C'est pas très productif, c'est un peu chaotique. Donc voilà, j'ai pas trop plus d'expérience que ça. C'est la première année l'Alsace là, c'est la première course qui me tient autant à cœur et que je prépare autant. Donc c'est la seule expérience que j'ai, c'est en ce moment. Je me permets de rebondir parce que c'est très bien ce que tu dis, Margot, parce que on se rend compte que c'est vraiment le sport, quand on le fait de manière très intense comme ça, que c'est quand même vraiment une vraie activité entre guillemets pro, parce que tu le dis, c'est très dur de bosser à côté parce que quand même on est cramé. Donc ça, c'est quand même dire aux gens, c'est que quand vous prévoyez ça, si idéalement pouvez ne pas travailler, le faire pendant vos vacances, c'est quand même pas mal parce que c'est tellement des grosses charges que globalement, je dirais que c'est une forme de travail que de faire la sieste et de récupérer au retour de ce genre de sortie, quoi. Mais c'est clair, juste de faire des devis ou des trucs, mais tellement simples, ça me prend tellement de temps et j'ai vraiment pris conscience du truc en fait, quand t'es athlète pro et que tu t'envoies ces charges-là et tout, c'est pas une histoire de temps, oui, tu pourrais avoir le temps de faire un truc à côté ou d'avoir un mi-temps, mais en fait, t'as pas d'énergie, quoi. T'es tout le temps KO, t'as tout le temps faim, tu veux juste dormir et manger tout le temps, quoi. Exactement. Mais après, il y a aussi une chose que vous avez déjà dû mentionner, Nico et Théo, c'est aussi de déterminer quel temps on est prêt à louer à la préparation d'un objectif, et dans ce cas-là aussi articuler par rapport au format qu'on va préparer. Effectivement, quand on prépare des 100 km et qu'on veut être plutôt performant, ça demande énormément de temps, et du coup on est moins productif, comme tu le disais, sur le travail à côté. Mais encore une fois, l'ultra n'est pas un Graal, et c'est aussi très bien de préparer des formats plus courts si on a assez peu de temps à allouer à l'entraînement. Et autant se concentrer sur les formats plus courts.
Et si je peux rebondir vite fait là-dessus, Alex, pour répondre aussi à la problématique de Margot, moi ce que je propose aussi souvent et que je trouve encore mieux que juste un week-end shop où tu rentres à la maison, c'est de faire un peu un projet off. Tu pars sur 2 jours, tu prends une nuit en gîte, tu prends que ton téléphone, une serviette et un slip. Et en gros, bah, tu peux faire que courir, manger dans ton gîte et c'est tout. Et du coup, là, c'est le seul moyen de couper. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait non, il y a 2 ans, le tour de la Vanoise. Bah, tu dors en gîte à 2000, tu captes même pas pour envoyer un SMS. Du coup, t'as pas le choix que de juste te concentrer sur ton entraînement et profiter du moment. Et c'est vrai que, par contre, je pense que c'est très dur de rentrer à la maison, d'avoir les mails, les notifs WhatsApp qui sonnent tout le temps et tout ça. Ça, je pense que c'est difficile et pour le boulot et pour l'entraînement et que dans l'idéal, il faut réussir à scinder les deux. Juste pour des fois 48 heures, ça peut être déjà un énorme bien, notamment mental sur des grosses phases d'entraînement, quoi. Ouais, c'est vachement à la mode en ce moment, mais c'est réel que franchement la charge mentale, on a tendance à la sous-estimer un maximum. Le fait que ça soit pendant des vacances, c'est cool, et le truc aussi, enfin, c'est de pas avoir à gérer entre guillemets la logistique une fois qu'on est dedans, quoi. Donc réserver les hôtels, les gîtes, les refuges avant, et de pas avoir à gérer non plus la nourriture, parce que quand tu rentres de 6-7 heures de sortie, t'as pas franchement envie de te faire à manger. Donc s'il y a la possibilité d'avoir de la pension complète ou de la demi-pension, ça permet quand même de bien simplifier la logistique et de pas avoir cet aspect-là à gérer, quoi. Bah, ça tombe bien, Evan, puisque tu tends une perche monumentale à justement le partenaire de cette rubrique Trades in France, où, comme Joris vous l'a dit dans son petit vocal explicatif, les stages que vous réservez avec Trades in France, vous avez souvent c'est du tout compris. En fait, vous avez l'accompagnateur qui est là pour encadrer les sorties, et puis vous avez les logements qui sont réservés, etc. Donc là aussi, comme tu l'as dit, pour réduire toute cette partie charge mentale, et si en plus du travail à côté, on doit aussi passer énormément de temps à préparer ces week-end shocks, c'est sûr que ça peut vite faire dépasser ce niveau de charge mentale là. Théo, tu nous as raconté ta petite anecdote ou t'en as une autre? Oh bah il y avait celle-là, mais oui, j'en avais fait une autre traversée de la Chartreuse. On avait fait 50 bornes le premier jour, 35 bornes le deuxième jour. On a eu une vue, on a pris la flotte tout du long. Et je suis d'accord avec Nico que en fait c'est souvent ça les meilleurs souvenirs. Tu racontes les épopées un peu épiques à tes potes, ça fait des histoires, tu t'en rappelles encore des années après. Donc même quand ça s'annonce un peu bancal, c'est toujours des bonnes aventures et faut pas hésiter à y aller, hein, sans se mettre en danger. Mais quand c'est juste de la pluie, des fois ça fait des bons souvenirs quand même. Ouais, et puis moi, je terminerai juste en parlant un petit peu de mon expérience personnelle, mais je pense que vraiment, je commencerai à planifier des week-end shocks de prépa quand je ferai des distances beaucoup plus longues. Mais ce que je fais, et ce que j'aime bien faire à l'année, c'est de garder quelques week-ends, un ou deux, pour pouvoir faire des itinérances et voir ça un peu plus comme un aspect aventure sans être focus sur la préparation de l'objectif. Et là aussi, je trouve que ça permet aussi de réduire vraiment beaucoup la charge mentale. On n'est pas à se dire, faut que je me prépare pour telle course. C'est vraiment, là, on relâche complètement. On va se faire une itinérance juste pour profiter du paysage qui nous entoure. Et j'ai une petite itinérance qui m'a vraiment bien marqué l'année dernière dans les Pyrénées. Une itinérance de 3 jours au départ d'Argelès-Gazo jusqu'au lac des Gloriettes. C'est littéralement incroyable. En passant par des endroits, beaucoup de hors-sentiers. J'avais tracé sur Strava. Il y avait quand même pas mal de petits sentiers qui m'ont fait quelques surprises où il n'y avait pas trop de passages, mais bon, je m'en suis sorti et c'était vraiment une aventure extraordinaire. Du coup, on fera le tour de l'Obiou by le trail qu'on aime dans les mois à venir. N'hésitez pas à réserver vos places, ça va être complet très vite. Parfait, Evan, je sais pas si tu avais envie de rajouter quelque chose ou. Allez, sur les petites anecdotes, souvent on fait quand même des tours où on est avec les randonneurs, quoi. Et le soir à table, tu discutes avec eux, puis ils te demandent d'où tu viens, où tu vas, mais ils te disent mais vous avez fait ça en 3 jours, et ils te prennent à chaque fois pour des fous, dire que tu fais ça dans la journée. Je me souviens notamment à Papy, là je logeais à Prat-de-Fort, j'avais pas réussi à trouver de place à camper sur la dernière étape. Je repars le matin, c'est toujours pareil, épique, de la flotte pas possible, les jambes en vrac complet, il y avait 55 bornes. Puis le gars il me dit vous arrivez à Chamonix demain. Je dis non, j'y suis tout à l'heure. Voilà, c'est des petits trucs comme ça où ils te prennent un peu pour des starbs, quoi. On est finalement. C'est vrai. Ça fait tellement écho à l'anecdote où je racontais là avec Hugo, où on avait dit au refuge du bonhomme, on discute avec le gardien, il nous dit vous venez d'où? Et du coup on lui dit répond de Beaufort. Et en fait c'est encore la commune de Beaufort qui est immense.
Et il nous dit, mais de Beaufort, mais du plan de l'allée. On lui dit, non, non, de l'église de Beaufort. Il dit, mais vous êtes parti quand? Bah, ce matin, on regarde la montre, il dit, à 5 heures, il a halluciné, le gars. Ouais. Donc faites de l'itinérance et allez découvrir notre beau territoire. On a plein de coins superbes à découvrir en itinérance et du coup ça nous sert ça pourra vous servir de prépa pour vos futurs objectifs. On a fait le tour de nos petites anecdotes et de cette rubrique. Merci encore une fois à 13 in France d'avoir sponsorisé ce petit passage de l'épisode. C'est je le redis, mais c'est une vraie équipe de passionnés qui sera prête à vous encadrer si vous décidez de leur faire confiance pour les stages de trail. Donc on est très très content d'avoir pu collaborer avec eux. N'hésitez pas à aller checker leur date de stage pour aller faire vos Weekend Shock en vous rendant sur leur site Trails in France. Alors Trails, faites attention, c'est avec un S. Donc c'est trails-in-france.com. Vous leur passerez le bonjour de notre part. On passe au reco, les amis? Allez. Parti, on commence, tiens. Théo, une petite reco? Ouais, c'est pas vraiment une reco, c'est plutôt un conseil pour éviter d'avoir le téléphone qui sonne tout le temps. Alors, je pense que je suis pas le seul dans l'équipe là qui a le téléphone qui sonne trop souvent et du coup, depuis ça fait quelques semaines que j'ai fait ça. Ce conseil d'ailleurs de Gauthier, c'est de couper les notifications WhatsApp. Il y a que les appels qui marchent et tout le reste, ça fait zéro bruit, ça fait beaucoup de bien. Pour ça, il suffit d'aller dans le centre notif. Vous allez sur l'appli WhatsApp et vous n'autorisez pas, pardon, les notifications. Et pareil aussi sur ce travail, un truc qui me gêne un peu des fois, c'est que c'est vraiment trop précis, c'est un peu trop, on peut trop se faire stalker. Du coup, sur ce travail, vous pouvez aussi enlever votre heure de départ, l'allure, les calories, la puissance, l'AFC, bref, vous pouvez un peu choisir ce que vous voulez afficher ou pas. Et personnellement, j'ai enlevé l'heure de départ et moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai fait ça aussi depuis quelques semaines et donc pour faire ça, il suffit d'aller sur Strava. En bas à droite, il y a l'onglet Vous. Ensuite, c'est contrôle de confidentialité, détails masqués. Et ensuite, voilà, vous choisissez ce que vous voulez faire apparaître ou non. Et voilà, j'espère que c'est des conseils un petit peu bêtes, c'est un petit peu con, mais je trouve ça un petit peu plus sain pour essayer d'être épanoui au quotidien, quoi. Si vous êtes en voiture, attendez de faire une pause pour enlever les notifs. Hein. Margot, une reco, je crois, YouTube. Ouais, comme d'hab. Vraiment comme d'habitude. Toi, t'es une accro de YouTube, en fait. YouTube toujours. C'est une interview de Benny Blanco par Daniel Wall. Benny Blanco, c'est un producteur de musique américain qui a produit des énormes morceaux pop des dernières décennies, notamment Diamonds de Rihanna, TikTok de Kesha. Il a bossé avec Wiz Khalifa, les Maroon 5, enfin vraiment genre tous ces gros artistes-là pop. Et en fait, dans l'interview, il a son ordi sur les genoux et il te raconte l'histoire de tous ces sons, à quoi ça ressemblait au début, qui aurait dû être sur interview. Tu captes que tu dis, oh purée, il a fait ce son. Et ce son aussi, c'est lui. Et en fait, moi, en tout cas, tout ce qui passait quand j'étais au collège et tout, c'est vraiment, c'est lui qui a produit tous ces titres-là. Donc en fait, que ce soit que la pop ce soit ton style ou pas, je trouve que c'est trop intéressant. Il a vraiment un univers particulier. Il parle aussi de sa manière de travailler. Et c'est hyper intéressant en tant que artiste, un peu toujours de voir d'autres artistes essayer de comprendre comment ils fonctionnent, et il est hyper déculpabilisant. Tu captes que vraiment en fait il y a pas de règles, faut vraiment s'écouter, tu fais ce que tu veux, quand tu ressens le truc tu le fais et tout. Enfin c'est vraiment chouette, et de voir des personnalités comme ça qui réussissent autant, qui s'écoutent et qui savent s'entourer, ça c'est hyper inspirant. Donc voilà, c'est ma reco. On reste sur YouTube avec ta reco, Nico. Ouais, tout à fait. Une vieille reco, hein, je pense qu'il y en a qui connaissent, mais qui est vraiment intemporelle et qui, je pense, se regarde de manière régulière. Et ça devrait vous occuper un long moment. Alors, c'est pas un truc forcément hyper fun, mais c'est des cours de zététique ou d'autodéfense intellectuelle par Richard Monvoisin, qui est à l'université Grenoble-Alpes. Et c'est vous tapez zététique, autodéfense intellectuelle sur YouTube et vous allez trouver. De toute façon, on vous mettra la reco. Et c'est vraiment incroyable sur voilà comment apprendre à réfléchir. Et puis c'est au-delà de ça, c'est plein de petites pépites, de plein de choses et de connaissances qui sont transmises. C'est vraiment un super truc que je vous recommande. Evan, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à une reco pour nos auditeurs et auditrices? J'ai regardé, je suis pas très originale, mais YouTube aussi. Hier soir, j'ai regardé un docu là sur la chaîne Single Track sur The Finisher, sur Jasmine Paris et la Barclay, qui était vraiment cool. Alors bon, faut être anglophone, mais c'est un petit docu de 45 minutes, c'est pas mal pour occuper une soirée.
Et allez, on va terminer avec Marocco aussi sur YouTube, avec le YouTuber TPZ, un YouTuber que j'ai découvert récemment, un YouTuber qu'on pourra noter d'engagé, qui a une grosse sensibilité rap, mais qui parle aussi de sujets de société, avec un gros travail d'analyse. Et je suis tombé sur lui grâce à l'une de ses dernières vidéos où il dénonce la mascarade de la marque Holy, H-O-L-Y. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une marque de boissons énergisantes qui fait des collabs avec malheureusement tous les plus grands youtubeurs, en faisant croire que c'est une alternative géniale aux géants de l'industrie type Red Bull. Et ben devinez quoi, c'est pas du tout le cas. Et dans sa vidéo TPZ, avec l'aide d'un diététicien nutritionniste, il explique pourquoi et il décrypte la stratégie fallacieuse de cette marque. J'ai creusé sur toutes ces autres vidéos aussi. C'est vraiment pépite, donc je vous le conseille. Et il n'hésite pas aussi à s'engager sur le champ politique. Donc TPZ, allez cliquer dessus sur YouTube. Avec l'accent de Toulouse, surtout. Avec l'accent du Gers. Tu connais, Nico? J'ai regardé quand tu nous as parlé de ta reco. J'ai regardé, oui, c'est pépite. Rien que pour l'accent, c'est pépite. Bon, bah super. On a fait le tour, les amis. Tu me dirais du podcast, toi, non? Ah merde, putain, je suis con, merde, du coup, bah tant pis. Je fais genre, j'ai oublié ou pas? Comme ça fait un peu Non, rigolo. là, je monte pas, ça va tout, il manque longtemps. Moi, je vous propose de suivre un projet sympa qui est aussi sur YouTube. C'est l'équipe de vélo Unibet Titima Rockets. Donc, à la base, c'est 3 potes néerlandais, dont Bas Titima et lui qui faisaient du vélo à haut niveau. Et ils faisaient des vidéos sur YouTube autour du cyclisme et notamment autour du Tour de France où ils interagissaient pas mal avec les coureurs. C'est là où je les avais découverts. Mais leur chaîne, elle était en néerlandais. Et puis petit à petit, ils ont décidé de passer à l'action et de monter leur propre équipe de vélo. Et donc leur objectif maintenant, il est clairement annoncé, c'est d'être au départ du Tour de France d'ici 2027. Et ce que je trouve génial, c'est que en plus de la perf, ils veulent vraiment construire une équipe avec une vraie identité, une image forte. Ils montrent pas mal les coulisses. Et donc maintenant, leur chaîne, elle est en anglais. Et donc l'an dernier, ils étaient encore dans le niveau, dans le pro team, pas en Conti. Et là, ils sont montés de ligue. Ça leur a permis de faire Paris-Roubaix récemment. C'était la dernière course qu'avait fait Basti Titima, leur fondateur, donc c'était un joli clin d'œil là sur cette dernière vidéo. Et puis maintenant le projet il continue de grossir et c'est inspirant de voir qu'ils sont partis d'une chaîne YouTube de passionnés à 3 et maintenant ils ont une vraie entreprise avec une vraie équipe sportive. Donc c'est un super projet, je vous invite à aller suivre ça. Est-ce qu'on va suivre leurs traces en devenant le premier média de trail dans les prochaines années, tu penses, Mathieu? Il va falloir un peu augmenter le budget, mais on va y arriver petit à petit. On va faire pareil, on va créer un team de trail. Avec toi en athlète, Nico, ou pas? Ouais, on verra. Bon. Alors je n'ai plus la foi pour m'entraîner pour être un athlète de haut niveau. Bon allez, trêve de plaisanterie, on vous laisse avec ces dernières belles paroles. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. On espère que l'épisode vous a plu et puis on vous dit à très vite, à dans 2 semaines tout le monde. Ciao. Ciao. Allez, à la prochaine, ciao. Ciao. Bye bye.